Deria Oskul, professeure adjointe de sociologie à l'université de Warwick et elle, elle enseigne également au centre d'études sur les réfugiés et conduit pas mal d'activités sur l'encadrement de l'étude des migrations. Elle a également étudié les déplacements, l'utilisation des technologies dans le contrôle des frontières et le traitement des demandes d'asile. Daria présentera les panélistes de la réunion du jour. Merci, Catherine. J'aimerais remercier nos bailleurs de fonds, Jessica Wider, ses collègues, Yassine Ershak, de la Fondation Robert Bush. Ils ne sont malheureusement pas des nôtres aujourd'hui. Ils auraient aimé, ils nous ont quand même envoyé leur discours, leur participation, leur fondation soutient cette initiative depuis un certain nombre d'années et souhaite développer des technologies pour les réfugiés, pour changer les politiques en matière de migration, la gouvernance de la question des migrations, l'action internationale à travers la coopération, afin que ces technologies soient plus humaines. En ce qui concerne le contexte conceptuel de cet article, j'aimerais préciser que lorsque nous avons décidé de réduire ce numéro et de nous orienter sur les technologies en rapport avec les réfugiés, nous avons décidé de nous concentrer sur l'application de ces technologies dans le contexte de la migration. Nous avons parlé de l'utilisation de ces technologies pour l'inclusion socio-économique et politique des réfugiés. Et aujourd'hui, au, au cours de ce webinaire, nous allons nous concentrer sur l'implication de l'utilisation de ces technologies par les États, les réfugiés. C'est également le titre de cette deuxième partie du webinaire. Nous avons également l'intention de parler de la façon dont les réfugiés se servent de ces technologies. Nous serons accompagnés pour ce faire de trois experts, trois intervenants, le docteur Sanjeev Hussain du Centre pour la paix et la justice de l'Université BRAC. Il sera accompagné de Kinan Alajak de l'Université d'Utrecht et du docteur Nini Kyo de l'Université Chiang Mai. Le docteur Sanjeev Hussain est chargé de recherche au Centre pour la paix et la justice à l'Université de BRAC. Ces 10 dernières années, Sanjeev s'est concentré sur l'étude des droits appliqués aux migrations, le droit pénal, le droit constitutionnel, l'histoire, la politique, particulièrement dans le contexte du Bangladesh. Kinan Alajak est assistant de recherche à l'Université d'Utrecht, aux Pays-Bas. Il est également le directeur et fondateur d'une organisation de recherche à but non lucratif qui propose des solutions au gouvernement néerlandais dans le cadre de l'accueil des réfugiés. Le docteur Ninikyo est à la tête d'une chaire au sein de l'université Chiang Mai. Ses recherches portent sur le lien entre l'autoritarisme, le déplacement, la migration forcée. Vous pouvez retrouver ces recherches dans plusieurs magazines et journaux de recherche. Sans plus tarder, j'aimerais vous poser la première question de ce webinaire. Que pensez-vous de l'utilisation des technologies par l'État et les organisations internationales? Dans quelle mesure pensez-vous que ces technologies correspondent aux besoins des populations déplacées? Est-ce qu'elles peuvent les aider à satisfaire leurs besoins? Je vous passe la parole. Commencez, Dr. Sanjeev Hussain. Cela fait 4 ans que je me consacre à cette recherche, à ce lien entre l'utilisation des technologies et la condition des réfugiés et des personnes déplacées de force.
Les organisations internationales, les États ont la plupart du temps deux objectifs principaux: canaliser ces migrations et s'assurer que ces réfugiés soient bien traités. Mais le deuxième objectif, c'est de contrôler ce flux migratoire. Lorsque les enregistrements biométriques ont commencé au Bangladesh, il y avait des représentants du gouvernement du Bangladesh qui prétendaient que ce processus n'avait rien à voir avec l'intention du gouvernement de rapatrier ces réfugiés. Il s'agissait plus de contrôler qui entrait dans le territoire. Le HCR s'est porté garant de la bonne foi du gouvernement et de la fiabilité de ce système. Le HCR s'est proposé d'assurer l'équité dans l'utilisation de cette technologie. L'objectif était de proposer des solutions un peu plus fiables. C'était une façon de rendre leur dignité aux réfugiés. Mais lorsque les tests d'utilisation de cet enregistrement biométrique ont commencé, il y a eu un discours discordant. Le gouvernement disait à présent que cette technologie allait protéger les nationaux, éviter que des réfugiés ne prennent la nationalité bangladesh sans passer par des canaux sûrs. Les deux objectifs dont j'ai parlé ne correspondent pas toujours avec les besoins des réfugiés. Lorsque vous apportez votre aide, lorsque vous proposez des services aux réfugiés, vous devez vous assurer que ce que vous leur proposez correspond à leurs besoins. L'utilisation des technologies, surtout lorsqu'on parle de données biométriques, les informations, les décisions viennent beaucoup du sommet. On ne comprend pas les besoins des personnes déplacées, leurs sentiments. Dans le cas du Bangladesh, il y a beaucoup de personnes qui souhaitaient qu'on mentionne l'identité Rohingya des réfugiés. C'est peut-être naturel pour vous, mais ces demandes émanaient du gouvernement et cette requête a été rejetée. Il y aura toujours un discours dissonant entre les deux parties. C'est vrai que ce système peut avoir des avantages, certains. Pour le peuple Rohingya, dans le cas des Rohingyas qui vivent en Birmanie, où leur identité était reconnue. Et quand vous leur donnez une carte d'identité, quand vous leur donnez ce papier, vous leur redonnez leur identité, vous leur redonnez un peu de dignité. Merci, Sanjib. Kinan, Alajak, les technologies que vous avez observées ont été différentes. Dans votre cas, vous êtes concentré sur les technologies propres aux mobiles. Tout à fait. Nous avons examiné l'utilisation de, des smartphones qui sont en fait analysés par le gouvernement. Et il y avait d'autres objectifs dans l'utilisation de cette méthode. Le gouvernement prétendait que l'utilisation de cette technique, fouiller les téléphones des réfugiés, avait pour but de protéger les populations, avait pour but de détecter de potentiels terroristes et criminels qui se glissaient parmi les réfugiés. Mais nous avons constaté que ce sont des hypothèses qui sont très, très, euh, des hypothèses qui sont fausses. Maintenant, nous voyons qu'il y a une grande marge d'erreur dans ces études, dans ces démarches. Ces réfugiés sont fatigués,
Ils vivent dans des conditions précaires et vous leur demandez maintenant d'être soumis à ce type de fouille qui, pour moi, n'est pas justifié. Leur propre évaluation a démontré qu'il n'y avait pas de raisons fondées sur lesquelles s'appuyer pour fouiller les téléphones des réfugiés. C'était des procédures qui pouvaient prendre parfois 2 ou 3 jours. C'est un travail conséquent pour les agents du gouvernement. Ce que nous avons constaté de plus grave dans ces rapports du gouvernement, c'est que lorsque les réfugiés et les demandeurs d'asile s'exprimaient, ils étaient totalement indignés. J'aimerais ajouter autre chose tout à l'heure et passer la parole d'abord à Sanji. Merci, Kinan. Vous avez observé d'autres technologies, en particulier les réseaux sociaux. Aimeriez-vous nous en dire davantage? Merci. J'aimerais déjà préciser que je ne peux pas vous apporter des réponses claires, détaillées. J'ai écouté avec attention les deux précédents intervenants. Je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe au Myanmar et au Bangladesh. Nous avons une dizaine de camps de réfugiés temporaires et je sais que on surveille beaucoup les populations de ces réfugiés grâce aux technologies. Et mon étude se consacre beaucoup plus sur ce qui se passe dans cette dizaine de camps réfugiés, des personnes qui se servent de leur téléphone pour trouver du travail. Pour moi, ce sont des réfugiés urbains, ce sont des réfugiés ont quitté ces camps et qui vivent à travers différentes régions du pays. J'aimerais faire quelques commentaires que j'ai recueillis auprès des organisations internationales et du gouvernement. Et j'aimerais déjà préciser, avant tout, comment est-ce que nous avons étudié l'utilisation des technologies par les États et les réfugiés. Nous devrions reconnaître quelque chose dès le départ. Parfois, il y a des organisations qui ne rentrent pas dans les catégories que nous connaissons. Je suis un chercheur qui s'intéresse à la condition sociale. Et parfois, ces personnes en marge, ces organisations en marge, sont capables de donner des informations sur les cas que nous souhaitons étudier. Les technologies peuvent apporter de nombreux avantages, mais les technologies peuvent également créer des perturbations, encourager des préjugés, des persécutions, isoler même les populations. Des millions, des dizaines de millions de personnes sont exposées à ces technologies. Mais nous devrions nous assurer que ces technologies apportent du bien. Grâce aux technologies, nous pouvons catégoriser les données, standardiser. Les technologies peuvent apporter de bonnes choses aux réfugiés et aussi les impacter négativement. Tout dépend de l'usage des technologies. Merci. J'ai une deuxième question et elle porte sur la surveillance. Pensez-vous que les technologies que vous avez étudiées, qu'il s'agisse des réseaux sociaux, sont utilisées pour surveiller les populations déplacées? Est-ce que vous pouvez revenir sur les écarts de pouvoir qui existent entre les populations réfugiées et les gouvernements qui utilisent ces technologies? Nous allons commencer par vous, Kinan, volontiers. Nous avons étudié le cas des Pays-Bas et de l'Allemagne. Il y avait des différences entre ces deux pays après les différents attentats qu'il y a eu sur le sol des Pays-Bas.
la tendance a un peu changé. Le ton s'est un peu durci. Dans les Pays-Bas, on, on compte beaucoup plus sur l'action de la police pour mener ces enquêtes, pour faire cette surveillance dont vous parlez. Ce sont des technologies qui sont très invasives, qui sont utilisées dans différents cas. En Allemagne, on utilise cette méthode de surveillance lorsque les méthodes en place ont échoué, lorsqu'on n'a pas pu identifier une personne à travers son passeport ou sa carte d'identité, par exemple. Tout le monde passe par ce processus d'identification, de recherche des identités. Mais en Allemagne, c'est en dernier recours qu'on utilise des méthodes un peu plus poussées. On l'utilise, par exemple, pour vérifier les dires des réfugiés. Par contre, dans les Pays-Bas, l'utilisation n'est pas très objective. C'est inévitable. Vous allez, que vous le vouliez ou non, faire l'objet d'une surveillance poussée. Et les demandeurs d'asile n'ont pas d'autre choix que de coopérer. Vous devez montrer patte blanche. Vous devez prouver que vous n'avez rien à cacher. Vous devez fournir un nombre de documents. Vous devez prouver votre innocence alors que vous n'avez rien fait de mal. Nous avons recueilli des témoignages de personnes réfugiées qui ne comprenaient même pas pourquoi elles étaient soumises à toute cette batterie de tests ou d'évaluations. Dans les Pays-Bas, les demandeurs d'asile sont obligés de coopérer. Dans le cas contraire, on n'acceptera pas leur demande d'asile, ou en tout cas le traitement de leur demande d'asile. Il y a également un fait qui me marque beaucoup. Il s'agit du principe de consentement. C'est un principe qui, d'après moi, échappe à certaines personnes parce qu'il y a un écart de pouvoir entre les différentes parties prenantes, surtout dans le cas des demandes d'asile dans les Pays-Bas. Merci, Kinan. Nini, est-ce que vous aimeriez répondre à cette question? Je pense que cet élément est revenu dans l'un de vos articles, Nini. Oui, volontiers. Merci de me passer la parole, Daria. Merci, Kinan, pour cette réponse. C'est toujours intéressant de vous écouter. Dans notre institution, nous essayons de faire ressortir la capacité d'agir des personnes déplacées, leur agentivité. C'est très important. Et comme Kinan l'a précisé, il y a de nombreux principes qui ne sont pas respectés par le gouvernement. Le gouvernement développe des méthodes sans l'aval des réfugiés, des demandeurs d'asile. Ce sont des méthodes qui brident les libertés des réfugiés, des personnes déplacées. Les personnes déplacées n'ont plus la possibilité d'agir librement. L'État, la communauté internationale passe son temps à parler de liberté d'expression, de liberté d'agir, mais lorsqu'ils se servent de technologies pour brider la liberté des réfugiés ou des personnes déplacées, on est en droit de se poser des questions. Il y a des vidéos, des campagnes qui démontrent que dans le monde, les réfugiés sont arrêtés, sont emprisonnés. Euh, oui, je veux me reprendre. L'agentivité des migrants forcés est généralement plus une question de sécurité. Je n'essaye pas de le rendre léger, mais ceci ne n'a pas un véritable impact sur leur agentivité. Comme je l'ai indiqué dans mon article, dans l'utilisation de l'identification des réfugiés
des réfugiés Rohingyas au Myanmar. Ceci montre comment est-ce que les autorités peuvent faire de la contre-surveillance en utilisant les réseaux sociaux et les services de messagerie. C'est exactement ce que j'ai écrit. Mais je perçois mon article comme quelque chose d'anormal parce que certes, lorsqu'on parle de technologie, de perturbation des technologies et de surveillance, on parle de la surveillance faite par les autorités. C'est ce que les autorités font. Mais mon article parle plutôt des points de contrôle à la frontière, aux frontières du Myanmar. On peut voir deux moyens de sécurité utilisés par la police et les services d'immigration pour les migrants. Mais ceci ne ressort pas dans mon article. Mon article ne dit pas comment est-ce que les réseaux sociaux et la messagerie instantanée telle que Messenger, Telegram etc. peuvent être utilisés par les personnes déplacées elles-mêmes pour surveiller les points de contrôle. On est en présence d'une contre-surveillance. L'équilibre ou les déséquilibres de pouvoir est encore très grand entre les autorités et les personnes déplacées. Les personnes déplacées apprennent à vivre avec et à naviguer cela. C'est un élément que j'aurais voulu partager avec vous et je m'arrête là. Merci. Nous allons revenir avec beaucoup plus d'exemples. La prochaine question s'adresse à Sanji. Dans votre cas, est-ce que vous pouvez nous donner plus d'informations au sujet des déséquilibres de pouvoir et comment ceux-ci peuvent être utilisés pour faire de la surveillance? Bien sûr, Daria. Je vais revenir quelque peu sur quelque chose que j'ai dit par le passé et qui rejoint ce que je voudrais dire. Comme je l'ai tantôt indiqué, en 2017, le gouvernement bangladeshi avait clairement dit qu'on le fait pour prévenir, pour empêcher que le peuple rohingya ne prennent une identité bangladeshi, notamment le passeport et autres identifications. Et il y a eu une autre entreprise appelée Tiger IT. Un représentant de Tiger IT avait dit par le passé qu'il fournissait un appui technologique au service de biométrie et avait indiqué suivre l'exemple de l'Allemagne dans l'identification des réfugiés syriens et que grâce à cette procédure, il serait facile de suivre les mouvements du peuple Rohingya dans le Bangladesh. Et je dois dire que c'est quelque chose qui a été publié. Pour répondre à votre question, bien sûr, il y a eu de la surveillance parce que cette carte biométrique vous permettait de savoir exactement où se trouvent les personnes. Il y a un érudit bangladeshi appelé Foulaza qui a dit il y a de cela 5 ans que ce processus d'implication des réfugiés Rohingya dans ce processus biométrique était devenu la procédure la plus palpable de violation des droits des Rohingyas. Et il y a de cela, ce qu'il a écrit il y a de cela 7 ans vaut encore aujourd'hui. Généralement, on parle de frontières physiques, notamment les murs, très élevés que les personnes ne peuvent pas traverser, etc. Ce sont des bons points et ce sont des choses qui doivent être prises en compte. Mais un élément qu'on ignore très souvent, c'est la frontière numérique qui créée par ces identités numériques. Ces frontières sont également très grandes et infranchissables pour les personnes. Le peuple Rohingya se rend au Bangladesh depuis des décennies pour fuir la persécution. Avant que l'identification biométrique ne commence, plusieurs réfugiés Rohingyas se rendaient au Bangladesh, apprenaient à parler la langue et
apprenait de certains traits culturels du peuple bangladeshi et cherchait aussi, trouvait aussi des moyens pour obtenir une identification du Bangladesh avec des passeports et des cartes d'identité. Maintenant, avec la nouvelle procédure biométrique où les empreintes sont prises et où leurs visages sont scannés, il devient plus difficile et ils sont attrapés ou arrêtés lorsqu'ils essaient de se procurer une identité bangladeshienne. Lorsqu'on parle des déséquilibres de pouvoir, si vous regardez les protocoles d'accord que les États ont signés avec des organisations telles que le HCR, moi et mes collègues, nous menons des recherches à propos de ces protocoles d'accord. Généralement, ces protocoles, ou toujours ces protocoles sont toujours confidentiels. Nous n'en savons pas le contenu. Ils sont censés donner aux réfugiés des droits et on dit qu'il est difficile de donner aux réfugiés des droits ou de faire porter leur voix en gardant le contenu de ces protocoles d'accord confidentiels. Le déséquilibre de pouvoir existe bel et bien et c'est quelque chose qui doit être changé. Merci Sanjip pour cette contribution. Nous allons poser la dernière question. En attendant, veuillez s'il vous plaît écrire vos questions dans la fenêtre de discussion. Des questions adressées soit à l'ensemble des panélistes ou à un ou une panéliste en particulier. Ma dernière question porte sur la contre-surveillance et l'agentivité. Comment est-ce que les populations forcées peuvent-elles lutter contre l'utilisation de ces peuvent-elles utiliser ces technologies pour leur propre avantage? Et quelles sont les limites de cette possibilité? Je commence par vous, Nini Chao. Dans votre article, vous avez indiqué comment les réfugiés utilisaient les réseaux sociaux pour contre-attaquer ou pour mener une contre-offensive contre ces frontières. Est-ce que vous pouvez partager avec nous des réflexions? Ma réponse s'adresse aux participants qui n'ont pas lu l'article. Je vais présenter quelques détails. Et après de 60 000 ou plus réfugiés Rohingyas, ils sont documentés et ils sont immobilisés. Ils peuvent être arrêtés et peuvent être rackettés s'ils sortent du pays. Ils doivent prendre soin d'eux, se protéger d'arrestation potentielle, extorsion ou déportation des officiers de sécurité. Ça fait plus de 3 ans que le coup d'État du Myanmar a été perpétré. En prenant soin d'eux, ces 60 000 demandeurs d'asile et réfugiés du Myanmar expriment non seulement leur agentivité, mais l'améliorent en utilisant des moyens innovants, notamment les possibilités qu'offrent les plateformes numériques. Dans ce cas, on parle des réseaux sociaux et de la messagerie instantanée. Ces personnes réfugiées ou ces demandeurs d'asile collectent du renseignement aux frontières en collectant des informations en temps réel ou des informations presque en temps réel. Je le dis parce que je l'ai vu moi-même. Nous voyons des informations sur Facebook, sur Telegram et sur de la messagerie instantanée. Ce sont les trois plateformes principales. Sur ces trois plateformes, il y a des groupes publics et des groupes privés qui sont connectés ou qui obtiennent des informations grâce à leurs administrateurs et community managers. Le peuple Myanmar crée des groupes Facebook, des chaînes Telegram et des groupes de signalement et vont jusqu'à recruter des volontaires payés pour partager des renseignements sur
les points de contrôle ou les patrouilles. Le trait général de cette contre-surveillance est l'utilisation des réseaux sociaux, des plateformes numériques, malgré que ceci dépend aussi fortement des patrouilles humaines et des informations collectées en temps réel sur le terrain. Ceci permet de voir combien est-ce que la technologie aide les populations ou renforce l'agentivité des personnes réfugiées et demandeurs d'asile. Mais comme je l'ai dit par le passé, il faudrait qu'on fasse preuve de recul, qu'on observe le recul nécessaire. Moi, je me perçois comme un réfugié potentiel pour plusieurs raisons. On a tendance à être mentalement ou psychologiquement des personnes réfugiées ou demandeurs d'asile. Mon téléphone sonne constamment, même lorsque je ne suis pas dans ma zone de déploiement. J'ai l'impression de vivre au milieu de ces réfugiés et j'essaie autant que faire se peut de comprendre où- comment est-ce que ces réfugiés s'épanouissent. Dans le même temps, j'ai appris à connaître leurs limites en matière de contre-surveillance. On pourrait se borner à penser que tous les réfugiés du Myanmar et demandeurs d'asile utilisent les réseaux sociaux tels que Signal, Facebook, Telegram pour faire de la contre-surveillance ou des patrouilles au point de contrôle. Mais est-ce que c'est la fin du monde? Non, pas encore. Est-ce que c'est le bout du tunnel? Non, pas encore. Les autorités lisent et comprennent le birman, la langue qu'on utilise sur ces trois plateformes, et savent qu'ils sont surveillés par les réfugiés et demandeurs d'asile et qu'ils sont suivis par eux. Mais curieusement, ils n'ont pas réagi à cela. S'ils accroissent ou s'ils renforcent leur surveillance des personnes réfugiées, ce sera une véritable source de limitation de cette contre-surveillance. C'est une tendance que je continue de suivre pour voir si le gouvernement a réagi à cette contre-surveillance. Mais je dois dire que jusqu'ici, ce n'est pas le cas et les réfugiés sont vainqueurs de cette procédure et c'est un élément à saluer. Je m'arrête là. Merci. Merci, Nini Chao. Je vais poser la même question à Sanjip. Dans votre article, vous parler longuement de la notion de consentement. Comment est-ce que la population dont vous parlez peut comprendre ces technologies, comment l'utiliser à son avantage et quelles en sont les limites? Merci, Daria. Comme vous le savez, l'article que nous avons rédigé porte sur l'EDIADJO, qui est le consentement éclairé des réfugiés. Lorsqu'il s'agit de personnes comme moi, je ne suis pas un réfugié. Je suis un citoyen du Bangladesh qui étudie la situation des réfugiés. Il y a une plus grande responsabilité qui pèse sur mes épaules lorsque je fais de la recherche parce que je dois me rassurer que le consentement éclairé est obtenu. Le consentement éclairé n'a pas été pris en compte lors de la collecte des données biométriques. Lorsque nous rédigions cet article, nous nous sommes dit, nous sommes des articles, nous sommes des chercheurs autant pour moi. Est-ce qu'il ne serait pas mieux pour nous d'obtenir le consentement éclairé des réfugiés Rohingyas pour les besoins de cette recherche? Si nous ne le faisons pas, cela fausse complètement l'esprit et la lettre de l'article que nous rédigeons. C'est la raison pour laquelle nous avons dû obtenir le consentement éclairé des réfugiés Rohingyas. En plus de cela, nous essayons de faire en sorte que le langage soit autant simplifié que possible. Nous ne faisons pas des compromis, non, mais nous faisons d'efforts de communiquer simplement en langue Rohingya. Et nous prenons le temps. L'obtention du consentement éclairé, ce n'est pas un processus qui doit être fait dans la précipitation. Une fois que nous sommes satisfaits, que nous parlons à des groupes de personnes qui comprennent
ce que nous faisons et quel est le rapport, alors nous passons à la phase des entretiens. C'est ce que j'essaye d'expliquer lorsque je parle de la charge qui pèse sur les chercheurs. Maintenant, s'agissant de la résistance, de la contre-attaque des réfugiés, de l'utilisation des services de surveillance à leur avantage, la première et la dernière chose sur laquelle ces personnes doivent se focaliser, c'est d'être organisées de manière politique. Il y a une grande population Rohingya au Bangladesh. Il est crucial que cette population soit organisée politiquement pour prendre part à la résistance. Je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, surtout lorsqu'on se trouve dans un contexte où le droit à se voir garantir ses droits est très limité. Toutefois, je ne trouve pas une option plus réaliste que d'avoir une véritable organisation politique qui permettrait à ces populations de réfugiés de négocier une meilleure prise en compte de leurs droits lors de la collecte d'informations technologiques et numériques. Pour nous qui sommes un peu plus âgés, en 1971, il y a une chanson ou plutôt un poème qui indiquait que la révolution n'était pas censée être télévisée, mais la révolution était censée être vécue. Mais il est toujours important de documenter la révolution. On doit continuer à pousser, même s'il s'agit de commencer par des étapes les plus basiques. Et comme je l'ai tantôt rappelé, on ne devrait pas infantiliser les réfugiés. Et on a souvent tendance, certains d'entre nous du moins, à croire que nous savons mieux que ces personnes réfugiées et qu'on devrait parler pour leur compte. Dans une certaine mesure, cela vaut, mais si vous regardez les co-auteurs des articles que nous avons rédigés, Ahmed Dassouva et Slovaques, ce sont des chercheurs comme moi du Centre pour la paix et la justice. Mais il y a Tingsway qui est un réfugié Rohingya qui vit dans un camp de réfugiés avec qui nous avons collaboré de manière approfondie. Son rôle et le partage de ses réflexions pour la rédaction de notre article a été assez profond. Et nous nous sommes dit que c'était une bonne manière de nous garder d'infantiliser les réfugiés. Et c'était une bonne manière aussi pour eux de présenter leurs propres préoccupations. Si vous me permettez 10 secondes de plus, vous vous souviendrez de Moribula. Moribula était un leader Rohingya qui a été assassiné dans un camp au Bangladesh. C'était un événement assez désastreux. La raison pour laquelle je parle de Moïse Mboudia, c'est parce qu'il a dit quelque chose qui résonne encore, qui a résonné dans mon esprit il y a de cela quelques années, qui résonne encore. Il disait qu'on, ou alors ceci se rapporte au fait qu'on croit pouvoir les infantiliser. Il avait dit que nous avons tendance à dire que les réfugiés n'ont pas d'État, sont des apatrides. Sa réponse était la suivante. Nous sommes des citoyens du Myanmar, nous sommes des Rohingyas, nous ne sommes pas apatrides. Nous avons une nation et cette nation est le Myanmar et nous envisageons retourner dans notre pays où nos droits citoyens et nos droits fondamentaux sont respectés. Au lieu de supposer ce que ces personnes veulent dire, il faudrait qu'on leur demande effectivement ce qu'elles pensent. Et je crois que ce serait un bon point de départ. Merci infiniment, Sanjib. Kenyon, dernière question. Dans votre cas, vous avez indiqué que les téléphones des réfugiés étaient confisqués par la police. Est-ce qu'il y a des moyens de pouvoir contre-attaquer? Je veux
vais ajouter aux réflexions pertinentes qui ont été déjà partagées en matière d'utilisation des plateformes, des technologies pour collecter autant d'informations que possible. On doit également garder à l'esprit que dans notre contexte, les réfugiés ne sont pas des utilisateurs de données, mais des détenteurs de données. Ils doivent chercher des moyens de protéger leurs propres données, leurs informations, parce que, comme on l'a dit, c'est une violation sévère du droit à la vie privée qui se produit. On a vu dans certains camps plusieurs migrants décider de laisser leur téléphone hors des centres de demande d'asile ou de les éteindre. D'autres ont même essayé de supprimer leurs données. Le problème, et c'est la limite principale, étant donné que la procédure est perçue comme une procédure de surveillance parce que c'est une enquête policière, le gouvernement ne fournit pas des informations sur ces pratiques. Les demandeurs d'asile, entre eux, demeure vulnérable à la qualité de l'information et la fiabilité des sources de ces informations. L- Alors qu'ils partagent ces informations entre eux, ils ne sont pas les seuls à y avoir accès. Il y a des trafiquants d'informations, il peut y avoir des infiltrés, etc. De manière générale, ce que nous avons vu, par exemple, pour vous permettre de mieux comprendre, nous avons écouté certains participants, en particulier une personne dit avoir essayé de supprimer une partie de ses données pour répondre à ces préjugés systématiques de la part des autorités qui ciblent des personnes sur la base de leur profil pour essayer de contrer ces préjugés de profilage. Les personnes essayaient de supprimer leurs données. Pour ajouter à ce que Nini a dit, alors qu'on ne voudrait pas romanciser l'agentivité, il y a une action, il y a beaucoup d'échanges de données qui se font. Les gens essayent d'identifier de nouvelles tactiques pour s'arrimer à ces technologies en constante évolution, mais tout ceci dépend encore de la qualité de l'information et du consentement. Je vais m'arrêter là. Merci. Nous avons une question dans la fenêtre de discussion pour Nini Joe. Comment les organismes internationaux peuvent-ils aider les réfugiés Rohingyas? C'est une question assez intéressante. Je vais répondre très brièvement. La personne qui a posé la question n'a pas spécifié de quel réfugié il est question. De manière générale, il y a trois groupes de réfugiés Myanmar. Nous avons les réfugiés Rohingyas au Bangladesh, les réfugiés du Myanmar en Thaïlande et les réfugiés du Myanmar en Inde. Il y a pays voisins qui accueillent les réfugiés du Myanmar. Et les trois pays différents ont trois méthodes différentes de répondre ou de résoudre la question des réfugiés du Myanmar. À la question de savoir comment la communauté internationale doit réagir, on doit d'abord se poser la question de savoir si la communauté internationale veut réagir. Face à la trinité de solutions dont j'ai parlé, le rapatriement, la réinstallation et l'intégration locale, la réinstallation et l'intégration locale sont assez particuliers aux réfugiés du Myanmar en Inde, mais ne marchent pas pour les réfugiés du Myanmar en Thaïlande. Comment la communauté internationale peut-elle trouver un moyen d'entente? Il ne devrait pas réduire l'appui aux réfugiés du Myanmar au Bangladesh parce que l'apport est déjà assez minime. Il y a aussi une autre question de Sanjib au sujet de ce qui pourrait être fait pour protéger les droits des populations
des réfugiés Rohingyas au Bangladesh? Je vais laisser le soin à Sanjeev d'y répondre. La communauté internationale doit toutefois faire preuve de précaution parce qu'il n'y a pas de solution universelle pour résoudre le problème de ces trois groupes de réfugiés en Thaïlande, au Bangladesh et en Inde. Il faudrait qu'on prenne en compte l'opportunité, la précision et la contextualisation. La réponse peut être assez large, mais je vais m'arrêter là. Nous avons une autre question de Myriam White dans la discussion qui s'adresse à Sanjib. La question est la suivante. Je me suis rendu compte que vous avez déjà donné un exemple, mais quel autre rôle la solidarité transnationale, les chercheurs et les praticiens peuvent jouer dans la préservation des droits politiques des déplacés forcés et des personnes de groupes de migrants marginalisés? Sanjip, avez-vous bien compris? Oui, Myriam se trouve être une bonne amie à moi et je trouve sa question tout aussi intéressante. On doit garder à l'esprit un aspect général. Il y a un le système de réfugiés international est marqué par l'invasion ou la violation de la vie privée. Je ne veux pas donner l'impression que je veux que les réfugiés Rohingyas restent au Bangladesh et n'aillent pas dans d'autres endroits qui seraient plus propices de les accueillir dans le monde ou dans leur pays. Loin de moi cette prétention. Toutefois, tant que les réfugiés Rohingyas sont au Bangladesh, il est crucial que nous fassions de notre mieux pour alléger leur statut précaire. C'est un élément qui est toujours présent dans notre esprit et dans notre activisme. Lorsqu'on renforce la solidarité transnationale des chercheurs et des praticiens, on doit comprendre que lorsque les États et autres organismes acheminent de l'aide aux réfugiés Rohingyas dans d'autres pays, ce n'est pas une mauvaise idée, mais il faudrait qu'on commence à avoir ces discussions au sein de laquelle les organisations politiques des réfugiés dans les pays d'accueil sont encouragées. L'aide viendra forcément, mais nous voulons que le pays d'accueil accorde une importance particulière à faciliter une intégration politique des réfugiés. Ce serait un bon début de solution. Je ne vois pas comment la situation pourrait changer s'il n'y a pas de pression. Il faudrait bien que la pression provienne de quelque part. Une fois de plus, je souhaite rappeler que je ne veux pas qu'on me mécomprenne. Le Bangladesh est un pays moins avancé, avec des ressources très limitées. Nous vivons dans un environnement difficile. Et si vous voyez les camps au sein desquels les réfugiés Rohingyas vivent, vous verrez que ce sont les localités les plus pauvres du pays. C'est c'est une situation très précaire. Les gens ne comprennent pas que tout le monde bénéficiera si les réfugiés Rohingyas se portaient mieux. Il y a une autre question d'un réfugié Rohingya. Est-ce que je peux répondre? Oui. Il s'appelle Momot Fire. Il dit qu'il se connecte depuis un camp de réfugiés Rohingya, ce qui est très intéressant, très appréciable. D'autant plus qu'on voit qu'il a accès à Internet, sinon il n'aurait pas pu se joindre à nous. Il y a de cela 7 ans,
Le gouvernement du Bangladesh a décidé qu'il offrirait des opportunités d'éducation aux réfugiés, mais la COVID a frappé et l'ensemble du processus a été dévié. Il est essentiel que le gouvernement du Bangladesh, en collaboration avec des organisations telles que le HCR, fournisse des opportunités d'éducation aux Rohingyas. J'aurais voulu avoir une réponse claire sur l'apport des institutions des Nations Unies, mais je n'ai pas toutes les informations. Je continue toutefois de mettre l'accent sur la pression que peuvent faire ces institutions internationales sur les communautés d'accueil. Le HCR a un programme de fourniture d'opportunités d'éducation aux Rohingyas. Au Centre pour la paix et la justice, nous avons un service pour les réfugiés avec plusieurs opportunités d'éducation pour les réfugiés des camps. Ce sont des solutions très limitées, mais qui du moins existent et qui pourraient aider. Merci, Sanjip. Nous avons une dernière question qui porte sur l'éthique de la recherche et que je vais adresser au panel. La question est la suivante. Est-ce que les auteurs peuvent réfléchir au sujet de leur rôle en tant que chercheurs et quelles sont les répercussions de la recherche ou quelle est la portée de la recherche au sujet de l'utilisation des technologies par les réfugiés? Je commence par vous, Keenan. Gardez à l'esprit que nous sommes rendus aux 5 dernières minutes. En tant que autre partie de cette procédure, j'ai vécu quelque chose d'étrange, mais aussi de très gratifiant. Je me suis retrouvée où je me suis mis dans la peau d'un réfugié. J'ai pu comprendre ce qui se passait. Je dois dire que nous sommes toujours poussés par l'idée de co-création, de co-conception, etc. Tout le monde, n'importe qui peut constater qu'on essaie de ne pas faire partie de cette entreprise de co-conception. Nous essayons de faire les choses différemment. Nous n'aurons pas pu le faire seuls sans les autres personnes des autres disciplines. L'interdisciplinarité apparaît donc essentielle. Il faudrait que tous les chercheurs se mettent ensemble, les psychologues, les criminologues, l- des frontières, les juristes, les scientifiques, etc., pour comprendre la complexité du processus des réfugiés ici aux Pays-Bas. C'est aussi intéressant de partager ces expériences, de comprendre ce que les personnes touchées elles-mêmes traversent. En tant que chercheurs, nous sommes encore très limités sur la manière dont on pourrait aborder la question parce que cela ne commence pas avec les frontières, etc. Et nous n'avons pas le monopole de la connaissance langagière de ce qui est vulnérable et ce qui ne l'est pas. Ninidio, quelles sont vos réflexions? Quelles sont les implications éthiques de votre recherche pour la question dont nous discutons? C'était difficile de décider ce sur quoi rédiger et ce sur quoi ne pas le faire. J'étais sûre que
je me rassurais que les autorités, je voulais me rassurer que les autorités au sujet desquelles j'écrivais comprenaient les réalités du terrain et ce qui guidait ma recherche. En tant que chercheur, on doit toujours être à l'affût de l'information et de savoir ce qui se passe. J'ai dû opérer un choix difficile, mais à la fin de la journée, tout nous revient en tant que chercheurs, ce que nous avons fait. Je m'arrête là. Bien évidemment. Sanjip, vos derniers mots, vos derniers propos. On ne devrait pas beaucoup tout révéler. Pour moi, c'est la, le principe le plus important. Pour prendre en compte, pour résoudre le problème des réfugiés Rohingyas au Myanmar, il y a plusieurs parties prenantes, les États, les organisations internationales, etc. Il nous revient de collaborer avec ces différentes parties prenantes. On ne peut pas travailler seul. Merci infiniment pour tous les commentaires partagés dans la fenêtre de discussion. Je rappelle à tous ceux qui nous ont écoutés que nous avons plusieurs articles dans ce numéro qui rentrent sur les détails de cette question dans différents contextes. Sur ce, je donne la parole à Catherine pour son allocution de fin. Merci Daria. Merci Kina, Nini et Sanjip. On aurait pu prendre tout l'après-midi pour discuter de cette question, tellement il y a à dire, mais je dois vous remercier pour vos contributions qui ont été suffisamment instructives. Merci pour vos différentes questions. Je vous invite à contacter les panélistes directement en lisant leurs articles et en trouvant leur contact dans le magazine. Permettez-moi de réitérer que l'ensemble de la question du numéro est disponible sur le site web de la revue Migration forcée en anglais, en français, en arabe et en espagnol. Restez en contact avec la revue Migration forcée et vous pouvez aussi être au sujet ou au courant de nos appels à propositions d'articles en vous inscrivant à la liste de diffusion. Merci infiniment et à nous revoir bientôt.